Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Et justement, c'est votre émission Matin Libre Politique, ce rendez-vous que vous affectionnez tant. Aujourd'hui, nous allons pouvoir décrypter les enjeux géopolitiques qui façonnent notre monde. Et donc, à la faveur de ce numéro, nous allons nous plonger au cœur d'une crise qui, depuis des décennies, capte l'attention du monde international et menace la stabilité d'une région déjà fragile. La confrontation entre Israël et l'Iran depuis quelques jours, les récents développements, les tensions croissantes et les jeux d'alliances complexes nous obligent donc à une analyse approfondie. Et pour pouvoir donc faire cet exercice, nous avons invité pour vous, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Matin Libre Politique l'ambassadeur à la retraite Jean-Pierre Edon. Il est diplomate de carrière. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Voilà. Vous avez été ambassadeur du Bénin près l'Afrique du Sud. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous retenez de cette, en tout cas, de cette expérience que vous avez eue? Bien, c'est une riche expérience. J'ai eu l'occasion de toucher, disons, aux fondamentaux de la diplomatie. Que ce soit la diplomatie multilatérale, que la diplomatie bilatérale. Donc, disons, durant toute ma carrière, je n'ai fait pratiquement que ça. Très bien. Et en Afrique du Sud, ça a été une très bonne expérience, tenant compte de l'histoire de ce pays et de ce qu'il représente en Afrique depuis 1994, qui est la date de libération du pays, la date de l'accession au pouvoir des Noirs par l'ANC. J'ai pu beaucoup apprendre de cette expérience et surtout de la manière dont évolue leur économie à l'époque. Très bien. Est-ce qu'il devrait y avoir un profil pour être ambassadeur? Bien. Pour être ambassadeur, il faut être d'abord un diplomate de carrière. Un non-diplomate de carrière aussi peut être ambassadeur. Parce que le poste d'ambassadeur, après tout, c'est un poste politique. Donc il est possible que des politiques aussi le soient. Est-ce que c'est une question d'école? Parce qu'il y a certains qui sont hostiles à ce que des politiques soient nommés à des postes d'ambassadeur, par exemple. Non, je crois que les gens ne sont pas hostiles en tant que tels. Très bien. Vous savez, dans nos textes aux affaires étrangères, je ne sais pas si c'est maintenu, il était prévu, par exemple, 20% d'ambassadeurs politiques et 80% d'ambassadeurs de carrière. Oui. Le problème, c'est que cette répartition de quotas n'est plus respectée. Aujourd'hui, par exemple, c'est pratiquement une situation inverse. C'est-à-dire on a plus d'ambassadeurs politiques que d'ambassadeurs diplomates. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique, une raison qui explique cet état de choses? Oui, la raison qui explique, c'est ce que j'ai dit tantôt. Le poste d'ambassadeur est avant tout un poste politique. Politique, très bien. Voilà. Le tout s'explique par ça. Et donc on ne doit pas vouloir, peut-être à un régime, à un gouvernement, de faire la part belle aux politiques plutôt qu'aux diplomates de carrière. Bien, on ne doit pas lui en vouloir, mais il faut établir un certain équilibre entre les politiques et les diplomates de carrière. Parce que les diplomates de carrière sont formés pour ça. Et ils connaissent les méandres de cette profession, ce que les politiques ne connaissent pas. Et les politiques ont une autre manière de penser, une autre manière de faire, alors que le diplôme de carrière a appris la manière d'agir face
à toute situation qui se présente pour son pays. Très bien. C'est de ce point de vue qu'il est souhaitable qu'il y ait davantage d'ambassadeurs diplomates de carrière que d'ambassadeurs politiques. Et quand on en arrive à choisir un ambassadeur qui ne soit pas un diplomate de carrière, est-ce qu'il y a une formation appropriée qu'on administre justement à cet ambassadeur-là? Oui, en général, on leur donne une petite formation avant de rejoindre leur poste. Oui. Ensuite, on les fait entourer dans le poste par des ambassadeurs, des diplomates de carrière. Et c'est ce qui leur permet en fait de bien jouer leur rôle en tant qu'ambassadeur. D'accord. Oui, donc, il y a des manières de faire pour que l'objectif visé soit atteint, même quand l'ambassadeur n'a pas de carrière. Et il y a des propos à tenir et pour tenir ces propos, il faut l'aval de son chef hiérarchique. Ou comment on fait? Bien, d'abord, il y a un langage dit diplomatique qu'il faut connaître. Qu'on soit politique ou qu'on soit... Ah oui, qu'on soit politique ou non, il faut maîtriser le langage diplomatique. Sinon, on crée facilement ce qu'on appelle incident diplomatique entre deux pays, par exemple. Donc, ce n'est pas des choses qu'on invente, mais c'est des choses qu'on apprend et qu'on exerce selon un certain nombre de considérations. Donc, tout à l'heure, je disais que les ambassadeurs politiques, dans les postes, dans les ambassades, sont aidés par les diplomates de carrière. Donc, si l'ambassadeur politique écoute bien ses collaborateurs qui sont formés pour ça, il va réussir sa mission. Voilà. Il n'y a pas de problème. Pour un cas d'illustration des propos qui ont été tenus, par exemple, au Niger, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez lu cette actualité. Qu'est-ce que cela vous a inspiré, vous, en tant qu'ambassadeur à la retraite et tout ça? Non, il faut dire que l'ambassadeur Agonka a commis une grave faute. Une grave faute. Et il y a des choses que l'ambassadeur ne peut pas dire ou ne peut pas faire sans l'aval de son gouvernement. Très bien. Vous savez, il y a même des discours que l'on prépare pour prononcer à l'occasion de certaines situations dans le pays accréditaire, mais qu'on envoie au ministère des Affaires étrangères pour avoir leur aval avant de le prononcer. Et ça, c'est fréquent, par exemple, quand on est aux Nations Unies, où on fait des discours tout le temps, surtout sur des questions très sensibles. Exactement. Donc, il faut éviter de mettre votre gouvernement dans une situation délicate. Et donc, quand le diplomate prépare son intervention, on envoie au département. Le département examine, fait des modifications, le retourne en poste, et c'est en ce moment que l'ambassadeur le prononce. Et donc, il n'y a pas d'improvisation en réalité, on n'improvise pas un discours. Vous savez, j'ai réellement dit que l'ambassadeur est extraordinaire et plénipotentiaire. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs. Mais c'est une façon de le dire. C'est pour donner une certaine carrure, une certaine importance aux représentants du pays dans un pays accréditaire. Mais cela ne veut pas dire qu'il a, comment dirais-je, qu'il peut se permettre tout. On consulte toujours le département. Toujours. Vous voyez, ce que l'ambassadeur Agonka a dit, ce n'est pas de la position du Bénin, ce n'est pas de la position du gouvernement du Bénin, donc c'est grave. C'est une faute. Il ne devait pas du tout parler de cette manière parce que cette façon de parler, ça veut dire que le Bénin est en faute. Et demande un mea culpa. Or, ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc, ça suffit pour quand même le remplacer? Ah oui, ça suffit. C'est une faute grave. D'accord. Parfait. Avant d'aborder le sujet qui nous réunit, cher ambassadeur Jean-Pierre Edon, déjà, ces 9 dernières années, vous avez eu le temps de scruter un peu la diplomatie béninoise. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Je crois qu'elle se porte bien. La diplomatie béninoise, durant ces 9 dernières années, et il y a quelques petits problèmes, mais... Quand vous parlez de petits problèmes, il s'agit de quoi? Bien, il y a
Pas de problème, j'entends la façon de traiter ou d'aborder certains sujets à caractère international. D'accord. Oui. Parce qu'en diplomatie, on n'invente rien non plus. Ouais, on travaille sur des accords, des traités, des conventions à caractère international. Et les pays sont signataires de ces instruments. Et en tant que signataires, ils sont amenés à les respecter. Donc nous avons eu à faire certaines choses qui ne sont pas tout à fait conformes à certaines normes internationales. À titre illustratif, par exemple. À titre illustratif? Oui, c'est ça que j'appelle, comment dirais-je, quelques problèmes. Ouais. Oui, à titre illustratif, je vous dirais ceci. On a voulu remplacer, par exemple, les ambassades par des consulats. Et quel consulat? Parce qu'il y a deux types de consulats. Il y a le consulat honoraire et le consulat général. Mais on a voulu remplacer les ambassades par des consulats honoraires. Or, les ambassades sont régies par une convention qu'on appelle la Convention sur les relations diplomatiques, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Alors que les consulats sont régis par une autre convention, la Convention de Vienne toujours sur les relations consulaires de 1963. En voulant remplacer les ambassadeurs par des consuls honoraires, on veut que les consuls honoraires jouent le rôle des ambassadeurs. Ça ne se fait pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça. Enfin, c'est l'un des petits problèmes que vous observez. Voilà, c'est un des petits problèmes. Est-ce qu'il y a un autre problème majeur? Bien. Un autre problème, c'est que nous voulons faire en sorte que le Bénin rayonne à travers le monde, à l'étranger. Mais pendant que nous cherchons le rayonnement de notre pays, nous fermons des ambassades. Il y a une sorte de contradiction entre ce que nous voulons et ce que nous faisons. Est-ce que le gouvernement ou le régime en place ne justifie pas de la pertinence de l'opportunité de telle ambassade ou de telle autre? Bien, oui, je crois que ça a été justifié, mais je crois que ce n'est pas la raison fondamentale, à mon avis. Bon, il a été dit que c'est pour des raisons d'ordre économique que nous avons des difficultés économiques et autres. Bon, c'est vrai. Mais les difficultés économiques que nous avons ne suffisent pas pour fermer le nombre d'ambassades que nous avons fermées. On peut en fermer, mais beaucoup moins que ce qui a été fait. Parce que les ambassades, c'est la représentation du pays à l'étranger, à l'extérieur. Oui. Si vous voulez que votre pays rayonne à l'extérieur, ça ne peut être que par le biais des ambassades. Et voilà que vous les supprimez. Donc, c'est un problème. Mais ce qui est heureux, c'est que depuis quelque temps, certaines de ces ambassades ont commencé par être réouvertes. Je crois qu'au fur et à mesure que les moyens économiques de notre pays le permettront, certainement que d'autres vont être ouvertes. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, ces discussions nous permettent donc de rentrer maintenant dans le vif de ce qui nous rassemble, cher ambassadeur Jean-Pierre Edon. La guerre Israël-Iran. Depuis vendredi, on assiste à quand même des attaques de part et d'autre. Et tout cela, on sait que l'Iran et l'Israël ne s'aiment pas du tout depuis des décennies. Donc, les Israélites s'attendaient toujours à une attaque de l'Iran. Voilà. Et déjà, de façon générale, quelle analyse faites-vous de la situation au Moyen-Orient? Bien, la situation au Moyen-Orient est préoccupante depuis toujours, en fait. Je dirais même depuis 1948, où Israël a été créé dans cette zone du Moyen-Orient. Puisque depuis ce moment, il y a eu plusieurs guerres entre Israël
et la Palestine, entre les Israéliens et les Palestiniens, qui ne veulent pas de l'installation d'Israël dans cette zone. Donc il y a plusieurs guerres, mais des guerres qui ont toujours été gagnées par Israël, parce que Israël détient la supériorité militaire. Et Israël est toujours soutenu par les grandes puissances occidentales. C'est ce qui explique en fait sa force. Alors, ce qui s'est passé maintenant, pour aller vite, il ne faut pas le voir de façon étriquée. Israël a attaqué l'Iran, c'est vrai, mais quelles sont les raisons réelles? Il faut partir de là. Ce n'est pas pour des raisons, par exemple, d'ordre religieux. L'Iran étant une république islamique, Israël, c'est un pays judaïsme, je dirais. Il y a le judaïsme, il y a le christianisme. Il y a même l'islam, tout ça. Bien, le problème n'est pas là. Ce que les gens ne voient pas souvent, et qui est le fond du problème, c'est que l'Iran est le deuxième réservoir en gaz du monde. L'Iran est aussi un partenaire privilégié de la Chine et de la Russie. L'Iran était un membre même du BRIC. Oui. Hein? L'Iran est aussi un acteur actif de la dédollarisation dans le commerce international. En plus de ça, l'Iran est un point focal dans le projet chinois qu'on appelle la nouvelle route de la soie. C'est autant de caractéristiques qui font de l'Iran un pays très important dans la zone. Mais, par contre, Israël est pratiquement le bras armé des États-Unis dans la zone. C'est la représentation du monde occidental. On a même, généralement, le monde occidental dit que dans cette zone, le Moyen et le Proche-Orient, la seule démocratie qui existe, c'est Israël. Exactement. Voilà. Donc Israël est le bras armé des États-Unis pour, disons, bloquer l'émergence d'un monde multipolaire. Israël est aussi là pour saboter, disons, l'émergence d'une puissance énergétique dans la zone. Israël est aussi là pour travailler en faveur de la domination du pétrodollar. Et donc, ça profite également au monde arabe. C'est un peu le rôle que Israël joue là, pour l'Occident. Parce qu'Israël, c'est comme la représentation de l'Occident dans cette zone-là. Et ce n'est pas pour rien que ce pays bénéficie du soutien inconditionnel et sans réserve des États-Unis et du monde occidental. Très bien. Bon, même si depuis quelque temps, le président français tient des propos, c'est vrai que maintenant, il s'est un peu ravisé. Il tient des propos qui paraissent intéressants, mais de façon timide. Et la preuve, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas reconnu l'État de Palestine. Or, il déclarait, je crois, il y a 1 ou 2 mois, qu'au mois de juin, il allait le faire. Bon. Il voulait le faire à l'occasion du sommet sur la Palestine qui devait avoir lieu aux Nations Unies. Mais avec la crise, cette réunion a été avortée. Mais il n'a pas besoin d'attendre cette réunion. C'est une question d'ordre national, de politique extérieure de la France. Il peut donc le faire à tout moment, avant même la tenue de... Donc c'est pourquoi il dit que c'est de façon un peu timide.
Bon. Et Israël, c'est l'enfant chéri du monde occidental. L'Israël peut tuer des Palestiniens dans la bande de Gaza, comme nous l'avons constaté. À ce jour, il y a 55 000 morts depuis le 7 octobre 2024. Mais on ne dit rien, on ne le condamne pas, on ne le sanctionne pas. Ce que la Russie a fait en Ukraine, mais c'est ça que Israël vient de faire en Iran. Israël a violé le droit international. Est-ce qu'en réalité, il n'y a pas de raison, il n'y a pas des raisons qui justifient justement cette intervention de l'Israël, quand on sait que, n'oubliez pas, en octobre et en avril, il y a quand même l'Iran qui a envoyé des missiles balistiques sur l'État hébreu. Est-ce que ce n'est pas justement parce que l'Israël ne parle pas de guerre? Israël parle d'une opération qui est lancée pour pouvoir démanteler un peu les sites nucléaires. Oui, les balistiques que l'Iran a envoyés en Israël, c'était une forme de riposte. Et lorsque l'Israël a tué l'un de ces éléments au Liban du Sud, oui. Donc il a réagi, c'était une riposte, n'est-ce pas? Bien, alors, la guerre actuelle que Israël a déclarée à l'Iran s'explique par le fait que l'Iran serait sur le point de mettre au point une arme nucléaire. Pourquoi vous êtes dans le conditionnel? Pourtant, c'est près de 60% d'enrichissement. C'est à vérifier cette information. Vous savez, on ne reçoit que les informations d'un certain bord. C'est vrai, l'enrichissement de l'uranium par l'Iran, c'est assez avancé. Mais ce n'est pas aussi avancé qu'on le dit actuellement. Parce que j'ai entendu, par exemple, dire que dans une semaine, l'Iran aurait atteint la fabrication de bombes nucléaires. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des raisons qu'on avance pour justifier une action qui va suivre. Pour justifier, par exemple, ce que Israël vient de faire. Et vous vous rappelez ici, pour la situation en Irak du temps de Saddam Hussein, mais on a dit au Conseil de sécurité des Nations Unies que Saddam Hussein avait l'arme nucléaire et qu'il voulait l'utiliser contre le Koweït. Et le général Powell, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, a montré les images prises par les satellites américains qui prouvent que Saddam Hussein avait l'arme nucléaire et allait attaquer le Koweït. Mais il n'en était rien. Le même général Powell, quelques années plus tard, a démenti ce qu'il avait dit au Conseil de sécurité, à savoir que ce n'était pas vrai. Mais comme on voulait déstabiliser l'Irak et surtout avoir la peau de Saddam Hussein, il fallait le dire. C'est un peu la même chose actuellement. Et donc il faut se méfier des déclarations officielles. Non, il faut se même méfier. De l'AIEA ou de l'agence qui s'occupe quand même de l'énergie atomique. L'agence, on sait pour qui elle travaille. On sait pour qui elle travaille. L'agence travaille pour qui? Pour certaines personnes, pour certaines puissances. Pour certaines puissances. Vous voyez, Israël donc dit que l'Iran est sur le point d'élaborer, de mettre au point une arme nucléaire. Bon, c'est pas sûr, c'est à vérifier. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que Israël même détient l'arme nucléaire. Mais ça, on ne le dit jamais. Ah bon? Ah mais oui, on ne le dit jamais. Israël détient 90 ogives nucléaires. 90. C'est plus que ce que la Corée du Nord a. La Corée du Nord n'a que 30 ogives nucléaires. Mais en fait, de telles déclarations sont quand même graves. Est-ce que c'est dans l'espace public? Mais pas du tout. Allez vérifier ce que j'ai dit. Mais Israël a l'arme nucléaire depuis longtemps. Et ils ont commencé cela en 1968.
Et les premiers ingénieurs qui les ont aidés à l'époque étaient même des Français. Et ça a évolué depuis là jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai dit, ils disposent de 90 ogives nucléaires. Or, la Corée du Nord n'a que 30 ogives nucléaires. Mais on ne dit jamais ça. On ne le dit jamais. Mais si l'Iran cherche aussi à avoir l'arme nucléaire, puisqu'il sait que Israël ne l'aime pas, c'est pour se protéger. Est-ce que, bon, vous savez, Israël n'a jamais déclaré publiquement que l'État, en fait, hébreu allait abattre ou brûler l'Iran, pas du tout. Mais l'Iran l'a toujours déclaré depuis près d'une quarantaine d'années. Brûler, sinon rayer Israël de la carte. Et donc, est-ce que ce n'est pas pour se préserver de cet état de choses que Israël attaque? Cette situation a beaucoup évolué. Très bien. Du temps de Yasser Arafat, président de l'OLP, c'était le slogan. Il fallait détruire Israël. On disait Israël dans la mer. Parce qu'on estime que ce n'est pas leur pays, ce n'est pas leur territoire. Et Hamas a ce slogan jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la différence entre l'idéologie de Hamas et l'idéologie de l'OLP incarnée par l'autorité palestinienne qui est en Cisjordanie. C'est ça qui fait la différence. Donc Hamas, comment dirais-je, évolue un peu comme l'Iran. Mais... parce que c'est l'Iran quand même qui finance et qui appuie le Hamas. Oui, alors, mais il faut comprendre que il y a une certaine évolution dans cette conception. Très bien. C'est-à-dire, le jour où Israël va accepter la création de l'État de la Palestine, comme ça a été indiqué depuis des années par les résolutions des Nations Unies, parce qu'il y a une résolution des Nations Unies qui a créé l'État d'Israël. Et cette résolution disait l'État d'Israël, 2 États sont créés et devaient vivre côte à côte. L'État d'Israël et l'État de la Palestine. C'était ça. Mais finalement, l'État d'Israël est né, mais la Palestine ne l'est pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, le jour où Israël va accepter la création de l'État de la Palestine, cette conception va évoluer. Aujourd'hui, Hamas, qu'est-ce que Hamas demande? C'est ça, avoir son État. Ben, le Hamas est considéré tout de même comme un groupe terroriste. Voilà. Venons-en à cette guerre entre Israël et Iran. Bon, on pourrait se demander véritablement quelle est la lecture que vous faites concrètement. À quand la fin? Est-ce qu'on peut présager de la fin de cette guerre? Bien, c'est un peu difficile à dire pour l'instant. Pour l'instant. Oui, mais les jours à venir nous permettront d'être un peu plus précis et plus, comment dirais-je, plus consistants. Très bien. Oui, puisque actuellement nous assistons à une escalade terrible. Oui. Il faudrait que tout soit mis en œuvre pour qu'il y ait des escalades. Et ça, c'est très important. Est-ce que cela ne passe pas l'accord, les négociations, la reprise des négociations, l'Iran et les États-Unis? Vous savez, la reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran devient compliquée maintenant avec cette guerre-là. Avec la guerre qui est déclarée depuis le 12 juin. Et j'ai entendu un officiel iranien dire que c'est fini ces négociations, puisqu'ils sont maintenant attaqués. Est-ce que c'est le moment d'attaquer pendant que les négociations se font entre les États-Unis et Israël? Et il faut dire aussi que ce qui complique cette situation, c'est aussi la politique de Trump, qui en 2018 s'est retiré de l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Un accord qui a été négocié avec beaucoup d'efforts
du temps de Barack Obama en 2015. Mais en 2018, le président Trump a mis de côté cet accord. Ce qui veut dire que l'Iran est désormais libre à enrichir l'uranium pour élaborer l'arme nucléaire. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis ce moment, l'Iran a commencé par enrichir davantage l'uranium pour atteindre le niveau que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui, 60%. Voilà. Donc, il y a une responsabilité des États-Unis aussi dans cette situation-là. Et ça, il faut le reconnaître. Et déjà, ce mardi, le président américain a réuni son Conseil de sécurité nationale. Oui. C'est pour quel objectif, concrètement? C'est pour voir comment régler ce problème qui est créé. Ensuite, est-ce que les États-Unis vont se mettre dans cette guerre ou non? Je crois que c'est les questions qui auront fait l'objet de réflexions, d'analyses et d'études au sein du Conseil de sécurité nationale. Ce qui est sûr, même si les États-Unis déclarent qu'ils ne vont pas rentrer dans la guerre, ils viendront en aide militaire à Israël. Et ça, là, c'est sûr. Puisque ça a été toujours fait. Ce n'est pas nouveau. Vous savez que tous les ans, Israël débloque en aide militaire et économique 3 milliards de dollars à Israël. Ah, vous voulez parler des États-Unis? Pardon, j'ai dit Israël. Les États-Unis, débloquent à Israël, sous forme d'aide militaire et économique, 3 milliards de dollars. En plus de ça, il lui débloque 500 millions de dollars pour l'entretien du dôme de fer. Et cela n'exclut pas d'autres types d'aides qui pouvaient arriver. Par exemple, les avions que les Israéliens ont utilisés. Les 500 avions qui sont dans l'espace aérien iranien. Voilà, c'est américain. Vous voyez, sans cette aide massive des États-Unis, Israël ne pouvait pas faire tout ce qu'il fait. Très bien. De toute façon, Israël a besoin d'une arme aussi puissante que détient actuellement les États-Unis pour pouvoir finir avec les sites nucléaires. Donc, cette arme-là, est-ce qu'il y aura l'usage de cette arme quand on sait que les négociations n'ont pas repris et puis les Occidentaux ne veulent pas parce qu'il est très clairement dit, que ce soit le chancelier allemand, que ce soit le président français, l'Iran ne doit pas disposer d'armes nucléaires. Oui, c'est leur position. Et l'Iran, pendant longtemps, était d'accord à ne pas le faire. Et l'Iran développait beaucoup plus l'énergie nucléaire civile. Quelle est la différence pour nos téléspectateurs en réalité? Non, la différence, l'énergie nucléaire civile, par exemple, permet d'avoir l'électricité à un prix raisonnable, par exemple. Or, le côté militaire, c'est pour avoir des armes de destruction massive. Voilà. Bon, donc, l'Iran, pendant longtemps, a respecté cela et l'AEIA, dont vous avez parlé, suit l'évolution de la situation en Iran. Donc, si cette agence se rend compte que l'Iran va effectivement élaborer une arme nucléaire, mais ça va être dit publiquement et des mesures conséquentes seront prises. Alors, il ne revient pas, à mon avis, à Israël d'agir comme il a fait parce que l'Iran serait sur le point d'avoir une arme nucléaire. C'est aux Nations Unies qu'il revient d'agir. Ah, vous savez, les Nations Unies sont presque impuissantes depuis quelques années. Bon. Alors, oui, du fait de qui? Du fait des grandes puissances qui sont membres du Conseil de sécurité. Vous savez, depuis la création d'Israël
disons à nos jours, toutes les résolutions du Conseil de sécurité qui condamnaient les actes des Israéliens dans la région, par exemple la colonisation des terres arabes, toutes ces résolutions ont toujours été bloquées par le droit de veto, par le veto américain. Toutes ces résolutions, quelles qu'elles soient. C'est au niveau de l'Assemblée générale qu'on arrive à faire passer des résolutions qui condamnent Israël. Parce qu'à l'Assemblée générale, il n'y a pas de droit de veto, c'est la majorité, c'est la règle de majorité. S'il y a plus d'États qui votent pour, la résolution passe. Et à ce jour, mais il y a près de 250 à 300 résolutions des Nations Unies sur Israël que Israël n'a jamais respecté. Et personne ne lui dit rien, personne ne le sanctionne. Comme on a sanctionné la Russie pour avoir agressé l'Ukraine. La Russie vient d'être victime, je dirais, du 17e jeu de sanctions depuis presque 2 ans, 17e jeu de sanctions. Mais Israël fait pire que ça, personne ne le condamne, personne ne le sanctionne. Il y a quand même l'Iran qui a des alliés aujourd'hui comme la Russie. La Russie s'en lave les mains. Véritablement, alors qu'il y a un traité qui a été signé entre la Russie et justement l'Iran. La Chine, c'est vrai, la Chine a élevé donc des voix, mais plus rien véritablement. Oui, c'est parce que la Russie entretient de bonnes relations avec l'Iran, de même qu'avec Israël. Vous savez, en Israël, il y a beaucoup d'Israéliens d'origine russe. Et ce qui fait que les rapports sont relativement bons. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'observateurs pensent que dans ces situations, il vaut mieux que la Russie joue le rôle de médiateur. Parce qu'elle entretient de bons rapports avec les deux camps. Bon, on ne sait pas si ça va réussir. Donc, voilà pourquoi la Russie, pour l'instant, ne peut pas aller plus loin, bien parce qu'il est ami aux deux pays. Très bien. Vous voyez? Bon, ensuite, la situation en Ukraine aussi fait que il ne peut pas se permettre certaines choses pour le moment. Voilà. Les pays africains, dans tout ce qui se passe au Moyen-Orient, quelle appréhension les dirigeants ou nos populations devraient avoir? Bon, je crois que les pays africains ont réagi. Ils ont réagi. Actuellement, vous savez, il y a 2 ou 3 jours, hein, il y a un communiqué commun qui a été signé par 21 pays, dont 11 pays africains, et qui demandent la fin de la guerre, qui demandent de mettre fin à la désescalade, le dialogue, ainsi de suite. Bon, donc les pays africains ne sont pas restés... C'est une question de principe ou simplement... Non, ça c'est déjà quelque chose, c'est important. Une réaction du genre sur le plan international, c'est très important. Et c'est comme notre pays a sorti aussi un communiqué qui est très bien fait, qui demande le règlement pacifique, qui demande la fin des escalades, et qui demande l'instauration du dialogue, qui demande la retenue, n'est-ce pas, entre les deux protagonistes, les deux belligérants, pardon, si vous voulez. Bon, c'est un bon communiqué. Et ça, c'est la position du Bénin face à cette situation au Moyen-Orient. De toute façon, les pays africains ne doivent rien craindre alors. Bon, ils doivent craindre. Pourquoi? Parce que si la situation dure longtemps, ça aura des répercussions sur notre économie, sur notre social, et ainsi de suite. Donc, les Africains n'ont pas intérêt à souhaiter que la situation dure longtemps. C'est en cela que leur réaction, qui se manifeste de plus en plus, est une bonne chose, je crois. Est-ce que
la fin du conflit, comme le dit le président américain, passe par l'assassinat de Khamenei, donc le guide suprême iranien. Non, je crois que ce n'est pas une solution au problème. Parce que pour le Premier ministre israélien, la guerre prendra fin si justement le guide suprême est tué, par exemple. C'est vrai que ce n'est pas l'objectif. Voilà. Non, ce n'est pas la solution au problème. Vous savez, en Iran, il y a 1000 personnes qui peuvent devenir guides de la révolution. Et il y a des gens qui sont même plus radicaux que Ali Khamenei qui est là actuellement. Donc, éliminer Ali Khamenei, mais on va le remplacer par un autre immédiatement. D'ailleurs, c'est les généraux qui ont été tués tout récemment. Ils ont été remplacés. Le chef d'état-major général qui a été tué, mais ils ont été remplacés. Et leurs remplaçants, j'ai entendu leur déclaration, ils étaient plus extrémistes que les autres. Bon, donc l'élimination d'un homme pour des situations du genre ne règle aucun problème. Le problème, c'est quoi? C'est les idées. C'est-à-dire on peut éliminer l'homme, mais on ne peut pas éliminer ses idées. Que faire alors? Ah non, d'abord, il faut cesser cette attaque-là, négocier. Par la négociation, on peut tout avoir. C'est-à-dire il faut revenir à des moyens diplomatiques. La force ne règle rien, absolument. Si je reviens sur le cas d'Israël, je vous ai dit que depuis 1948, il y a eu beaucoup de guerres qu'Israël a gagnées. Mais est-ce qu'il y a la paix dans la région, malgré cela? Mais j'ai entendu donc l'ambassadeur d'Israël près la France qui estime que toutes les guerres que Israël a eues depuis justement cette date-là, ces guerres ont été entretenues par l'Iran. Ont été entretenues par l'Iran. L'Iran est derrière toutes ces guerres contre Israël. Contre Israël? Exactement. Non, c'est des guerres entre les Israéliens et les Palestiniens depuis 1948. Mais la guerre de Kippour et autres, là, c'est l'Iran qui est en dessous. Non, c'est plus tard. C'est plus tard. Quand on a assisté à la naissance de Hezbollah au Liban, qui sont, disons, un peu l'émanation de l'Iran. Ça, c'est beaucoup plus tard. Mais au début, les années 48, les années 63, 73, 84 et autres, il y a eu des guerres, ce n'était pas encore cela. Et si l'Iran est intervenu par la suite, c'est parce que la solution à deux États était en train d'être oubliée. C'est-à-dire la création de Palestine, on n'en parle plus et on ne veut pas en parler. Si vous écoutez les déclarations de Benjamin Netanyahou, mais il n'en veut pas du tout. Mais en réalité, est-ce que l'Iran est vraiment préoccupé par la situation des Arabes, la situation de la Palestine, quand on sait que l'Iran a frappé l'Arabie Saoudite? Voilà, vous savez. Et donc, l'Iran, d'abord, c'est vrai, c'est une république islamique, mais ce sont des Perses. Oui, c'est des Perses, oui. C'est des Perses. Si l'Iran frappait l'Arabie Saoudite, c'est pour une autre raison. Ça, c'est un peu à la fois religieux et politique. Et religieux parce que les deux pays pratiquent l'islam. Oui. Mais les Iraniens sont des chiites musulmans. Et l'Arabie Saoudite est un pays sunnite. Oui. Donc, entre les deux groupes de musulmans, il y a une question de malinterprétation du Coran et qui fait qu'ils ne s'entendent pas entre eux. C'est l'une des raisons essentielles du problème entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, c'est plus religieux, même, je dirais, que politique. Parce que ça aussi, un aspect politique. L'aspect politique, c'est que l'Arabie Saoudite aussi veut jouer un rôle dans la région. Et il ne veut pas que le rôle que l'Iran joue à ce jour soit détenu uniquement par l'Iran. Non. Voilà. L'Arabie Saoudite est aussi
une puissance régionale. Et quand on est une puissance, on aime montrer effectivement qu'on a la puissance. Donc c'est ça l'aspect politique de la chose, à mon avis. Très bien. Merci beaucoup à vous, ambassadeur Jean-Pierre Edon. Et pour finir, que retenir concrètement, ou quel est le message que vous pouvez lancer justement à nos internautes? Non, le message que je peux lancer, c'est que il faudrait que le monde entier et principalement le monde occidental soit conscient des mutations qui s'opèrent aujourd'hui dans le monde. Et que l'hégémonie occidentale qui a caractérisé les rapports internationaux depuis longtemps, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale à nos jours, cette domination est en train de disparaître. Ça ne peut plus fonctionner comme avant. Or, le monde occidental veut maintenir la même situation. Mais les mutations qui se font dans le monde ne le permettent pas. Par exemple, le monde occidental est pour l'unipolarité du monde. Mais aujourd'hui, le monde travaille pour la multipolarité. L'apparition des BRICS, par exemple, c'est l'expression d'un monde multipolaire. Et cette tendance va s'affirmer de plus en plus avec le temps parce que c'est un courant irréversible. Et je crois même, je crois que le président Macron, il y a environ 2 ou 3 ans, lorsqu'il a reçu les ambassadeurs français dans le monde pour leur rencontre annuelle, dans son discours, il a reconnu que l'hégémonie occidentale est en train de finir. Lui-même, il l'a reconnu. Donc, il faudrait que les pays, les anciennes puissances le reconnaissent pour revoir le type des rapports qu'ils pourraient établir entre elles et les autres pays au monde. Donc, ça me paraît essentiellement important. C'est le refus ou la résistance à reconnaître les mutations qui s'opèrent dans le monde qui entraînent des situations que nous déplorons aujourd'hui. Or, c'est un courant irréversible. C'est un courant irréversible. D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous, cher ambassadeur. Je rappelle que vous êtes Jean-Pierre Edon, bien évidemment, ambassadeur à la retraite. Vous êtes diplomate de carrière. Merci pour ces échanges bien nourris. En tout cas, ce n'est que partie remise, puisque nous allons nous retrouver pour d'autres quand cette guerre entre Israël et Iran aura à connaître donc d'autres développements. On va toujours vous faire appel pour pouvoir bénéficier de vos analyses. Mesdames et messieurs, donc c'est la fin de nos discussions à la faveur de votre émission Matin les Politiques. Aujourd'hui, nous avons parlé donc de ce qui secoue le Moyen-Orient avec cette guerre entre Israël et Iran. En tout cas, nous souhaitons la paix dans le monde et particulièrement en Afrique. Mesdames et messieurs, à très bientôt sur nos antennes.